Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour dans Legistream. Avec moi, cette semaine, autour de la table, on est avec Elsa. Salut Elsa. Et évidemment avec Hugo. Salut Hugo. De quoi on va parler cette semaine? On va parler de la suite des négociations avec l'Ukraine, de la proposition de loi sur le narcotrafic ou encore des accords France-Algérie. Et on va en parler tout de suite avec notre premier invité qui n'est autre que Marc de Florian. Bonjour, bienvenue dans Legistream. Vous êtes donc député Rassemblement National du Pas-de-Calais et membre de la commission des affaires étrangères. Vous avez été élu député en juillet 2024 et avant cela vous étiez officier de la Légion étrangère. Jusque-là, c'est tout bon. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer sur l'Ukraine. Vous avez dit démissionner et aller au front aux députés face à vous il y a quelques jours. Est-ce que vous trouvez qu'on n'en fait pas assez pour aider les Ukrainiens ? Non, en fait, ce que je voulais faire, c'était mettre les députés qui appelaient à plus de soutien envers l'Ukraine, qui appellent l'Ukraine à mener une guerre totale face à la Russie, à mettre leur peau au bout de leurs idées, à aller jusqu'au bout de leurs convictions, et donc à s'engager eux aussi pour aider l'Ukraine à gagner cette victoire militaire contre la Russie, qui n'est possible que si on mobilise 2 millions d'hommes en plus, d'hommes et de femmes. Et justement, le groupe RN s'est abstenu sur la proposition de résolution, celle dont on parle, pour renforcer le soutien à l'Ukraine. Pourquoi, en fait ? Il y avait deux raisons. La première, c'était qu'il y avait dans la résolution la proposition d'aider l'Ukraine à rentrer dans l'Union européenne. Et ça, pour nous, c'est non, parce que ça mettrait à mort tous nos agriculteurs. Et puis la deuxième raison, c'était un alinéa qui évoquait l'extension des garanties de sécurité occidentale à l'Ukraine, qui n'étaient pas définies, ces garanties de sécurité occidentale, ni dans le temps, ni dans le délai, ni dans les moyens. Et donc c'était non aussi, on n'engage pas comme ça sur un texte où on ne sait pas où ça va nous mener. On rappelle, c'était une PPRE, donc il n'y avait rien de contraignant ni d'obligeant. Oui. Il n'y a rien d'obligeant, mais du coup, soit ça sert à quelque chose, on pense qu'on dit, on pense qu'on écrit, ou alors on ne l'écrit pas. Sinon, on n'est pas crédible. Si on met juste des déclarations d'intention, des professions de foi, mais que derrière, on ne se dit pas, tiens, on va se donner les moyens de la mettre en œuvre, bah, ça ne sert à rien. Autant pas en faire du tout, sinon on décrédibilise la parole de l'Assemblée nationale. Très simplement, la ligne du Rassemblement national actuellement sur la question de l'Ukraine, elle est quand même un peu floue. On sent que parfois, certains sont quand même embêtés avec le passé quelque peu pro-russe qu'il y a pu avoir au Rassemblement national. Maintenant, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, l'élection de Donald Trump, le contexte ukrainien, quelle est la ligne clairement du Rassemblement national sur cette question? Comment est-ce qu'on aide les Ukrainiens? Comment est-ce que ça se passe? Alors, on aide les Ukrainiens, mais pas au prix du sang de centaines de milliers d'Ukrainiens supplémentaires, ni au prix de la sueur des ouvriers français, qu'on appauvrirait en produisant un effort de guerre qui serait voué à l'inutilité, parce que gagner la guerre militairement contre la Russie, ça veut dire qu'il faut envoyer 2 millions d'hommes en plus. Pour l'instant, c'est 1 million d'hommes ukrainiens, hommes et femmes, ukrainiens et alliés, contre 1 million d'hommes russes, ukrainiens et alliés. Si vous voulez que le front il bouge, il faut que vous ayez 3 contre 1 de part ou d'autre. Et donc, si vous voulez gagner cette guerre, il faut envoyer 2 millions de personnes. Et ben, on l'a déjà fait dans l'histoire. On l'a déjà fait dans l'histoire. Je pense à la guerre de Corée, où on a déjà envoyé des forces militaires françaises pour soutenir dans des rapports de force. On rappelle, l'armée de l'URSS était allée quasiment prendre toute la péninsule coréenne, et puis l'aide... C'était l'armée chinoise, mais oui. Enfin, avec du matériel soviétique et des soldats chinois. Les soviétiques soutenaient le soutien logistique, et puis le résultat de la guerre de Corée, apparemment, il n'est pas fameux, semble-t-il. Est-ce que ça valait le coup de passer par tous ces millions de morts, alors que finalement, on est revenu exactement au point de départ avant la guerre? Mais alors, comment est-ce qu'on met ça en place? On perpétue les sanctions économiques? Qu'est-ce que vous prodiguez? Eh bien, en fait, les relations internationales, c'est pas bien et mal, gentil, méchant, c'est qu'est-ce que l'autre veut et qu'est-ce que nous, on veut. Qu'est-ce que veulent les Russes, qu'est-ce que veulent les Ukrainiens, et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider les Ukrainiens à obtenir ce qu'ils veulent. Et donc les Ukrainiens, il y avait le plan 10 points de Zelensky. On sait que quand on demande 10 points en négociation internationale, on n'obtiendra pas les 10. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on va donner, etc. Ça, c'est des relations internationales. Ce sont des négociations qui s'appuient sur les rapports de force et également sur un peu d'empathie. Si je ne comprends pas ce que veut l'autre en face, eh bien, je ne vais pas réussir à obtenir des résultats. Zelensky, on ne peut pas lui demander d'avoir de l'empathie envers un pays qui agresse le sien. L'empathie intellectuelle, savoir que veut l'autre en face. Qu'est-ce que je peux lui donner pour obtenir moi ce que je veux. Ce que veut Vladimir Poutine, c'est pas tellement un secret. C'est un nostalgique de la Grande Russie. C'est pas tellement un secret ce que veut Poutine. Ok, du coup, mais en fait, si, forcément, il y a des choses qu'il veut. Il y a forcément quelque chose qu'il veut dans l'État. La soumission de l'Occident, pour résumer. D'accord, mais il ne va pas obtenir ça ni par les négociations, ni par la guerre.
Donc forcément, il y a autre chose à lui proposer. Il veut retrouver les territoires qu'il considère comme étant irrédents à la Russie. Sauf qu'il ne peut pas les obtenir. Donc il demande beaucoup pour obtenir un peu. Ce qu'il faut, c'est que ce un petit peu qu'il réclame, il soit le plus bas possible et que ça nous coûte, nous, le moins possible, surtout aux Ukrainiens. Il y a une question pour vous dans le chat de Maskilili qui vous demande, en tant qu'ancien légionnaire, comment voyez-vous le réarmement de l'Europe ? C'est très bien, mais le réarmement de l'Europe en soi, ça n'existe pas. Il y a le réarmement des nations européennes. Parce que si vous essayez de faire combattre ensemble un Portugais, un Letton, un Roumain, un Britannique et un Italien, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas marcher parce que si vous le faites, c'est uniquement dans le cadre de l'OTAN. Donc ce n'est pas le réarmement de l'Europe, c'est le réarmement de l'OTAN. On peut créer des choses nouvelles. On peut créer cette fameuse défense européenne dont on parle longtemps qui ne serait pas sous l'égide de l'OTAN. On a mis 500 ans à construire l'armée française. Donc on ne construira pas la défense européenne en 5 ans. Ni en 50 ans. Parce que, comme disait De Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Et vous ne ferez pas combattre ensemble des gens de différentes nations qui n'ont pas les mêmes objectifs économiques, pas les mêmes objectifs diplomatiques, pas les mêmes objectifs et les mêmes modes d'action militaires. Et justement, on voit les négociations en ce moment en cours entre Trump et Poutine. L'Europe n'est pas du tout conviée, encore moins la France. On est hors jeu, ça y est ? On s'est mis hors jeu parce qu'on a eu une vision idéologique des relations internationales. On a dit les Russes les méchants, et donc on leur parle pas et on leur fait la guerre totale. Sauf que la guerre totale, on leur fait pas, on n'est pas prêt à la faire. Et donc, si jamais, et donc forcément, on n'aboutit à rien. Les relations internationales, ce n'est pas de l'idéologie, c'est un outil opérationnel qu'il faut mettre au service de la défense, de la sécurité et des intérêts de son peuple. Et puis ensuite, par cercle concentrique, de ses amis, de ses alliés, de ses partenaires. Mais actuellement, la France considère que ses intérêts, c'est de soutenir le peuple ukrainien. Mais donc, non, on peut pas. Alors, en quoi, pardon, mais en quoi soutenir le peuple ukrainien revient à défendre les intérêts de la France ? Sur quel plan ? Un affaiblissement du continent européen, ça ne va pas aider les intérêts de la France. Mais le continent européen, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'intérêt commun au continent européen. Chacun a des intérêts différents. Les accords de libre-échange, mais on voit bien d'ailleurs dans les accords de libre-échange qu'on est en désaccord. Les Allemands sont pour l'accord de Mercosur pour vendre leurs voitures, et nous on est contre l'accord du Mercosur parce que ça va tuer nos agriculteurs. Donc le continent européen, ça n'existe pas. Il y a des nations européennes qui ont toute leur légitimité, chacune leur charme et leur beauté, mais on ne peut pas dire qu'elles puissent constituer un tout qui puisse parler d'une seule voix. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas, ça c'est un rêve. Donc l'intérêt de la France, il devrait être où ? L'intérêt de la France, c'est, comme l'a rappelé Jean-Yves Le Drian il y a une quinzaine de jours, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de la Défense et ancien ministre des Affaires étrangères, il a rappelé que le rôle d'une diplomatie et d'une politique étrangère, c'était de défendre la sécurité et les intérêts d'un pays et de son peuple. Et comment défendre la sécurité française quand on a des preuves que la Russie a mené des opérations, notamment de hacking sur le territoire français, des opérations contre des hôpitaux, etc. etc. Bon, on rappelle aussi qu'elle s'oppose à nos intérêts en Afrique. Oui, bien sûr. C'est pas non plus un... Ah, c'est pas du tout nos amis, les Russes. Oui. Ce ne sont pas nos amis. Ce ne sont pas nos ennemis non plus. C'est un élément de la scène internationale. Plus proche d'un ennemi, quelqu'un qui a hacké un compétiteur. Un hôpital Ce ne sont pas français. plus nos ennemis que les Chinois ou que les Américains. Parce que quand les Américains, quand les Américains ils nous pompent les données de nos entreprises, qui nous volent nos technologies, ce n'est pas nos amis. Ils mettent des milliers d'ouvriers à la porte derrière. Donc, alors quand les Russes, pareil, ils attaquent nos hôpitaux et qui mettent en danger des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de vies françaises, pareil, c'est un mode d'action qui est particulièrement déloyal et qui, je le crois, en tout cas je l'espère et je le souhaite, a fait l'objet de rétorsions dures, pas forcément officielles, parce que la diplomatie, le principe c'est que l'autre puisse sauver la face, il puisse se dire, il puisse se retourner vers sa population et sans être humilié. Sinon on peut plus négocier une fois qu'on a humilié le partenaire, le partenaire de négociation. Comment vous allez faire pour arriver à vous débarrasser du sparadrap du capitaine Haddock qui a été le soutien par et à Vladimir Poutine de Marine Le Pen ? Alors en fait, ce soutien, il est partout. Il est aussi chez Mélenchon. On le reproche à Mélenchon. Mélenchon, il accueille des opposants à Vladimir Poutine à l'Assemblée nationale. Mais enfin, de fait, on lui reprochait sa russophilie. François Fillon, Gerhard Schröder, PS et là, allemand. On parle de Marine Le Pen. D'accord, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est une minorité de gens qui ont une vision idéologique des relations internationales, en l'occurrence les socialo-macronistes en France, et qui reprochent à tous les autres d'avoir une vision réaliste.
Voilà. Donc là, en fait, le conflit, il est là. Mélenchon a jamais, ou Schröder ont jamais mis une photo de Marine Le Pen qui serrait la main de Vladimir Poutine. On vérifiera, je pense que les Twitchers ils vont vérifier, mais... Et puis une photo, c'est pas grave de poser en photo. Moi, il y a plein de gens qui sur un tract électoral, ça a quand même une valeur politique. Ça veut dire, la valeur politique, c'est que nous, on est pour faire une politique étrangère réaliste, une réelle politique, on assume tout à fait, et qui est pour priorité, non pas les anathèmes qu'on jette en disant, lui c'est un méchant, on lui parle pas, mais dire, bon ok, qu'est-ce qui est le mieux pour les intérêts de la France et des Français? Eh ben nous, oui, on accepte de serrer la main à des dictateurs. Oui, c'est comme ça. Mais ça tombe bien parce que les macronistes aussi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, il s'est précipité à Syrie pour ramper devant le nouveau dictateur islamiste et ça lui a pas posé de problème. Et on les a pas attaqués là-dessus. Moi, je préfère serrer la main de Poutine que la main du dictateur islamiste qui a pris le pouvoir en Syrie. Pourquoi? En termes d'échelle, comment vous faites la différence de le bon dictateur et le mauvais dictateur? Précisément parce qu'il y en a un qui est idéologue, l'islamiste, et puis il y en a un... Il n'est pas idéologue, Vladimir Poutine. Il est idéologue, mais il y a plus de moyens de négociation contre lui. Lui, il défend les intérêts de son peuple. L'islamiste, il ne défend pas les intérêts de son peuple. Il défend les intérêts de la Oumma. Les homosexuels en Russie... En Syrie oui, en Syrie aussi. En Syrie, mais il n'y a pas de souci à dénoncer l'homophobie où qu'elle soit. Ce qui se passe en Syrie, c'est aussi l'aboutissement de ce qu'a fait l'ancien dictateur Bachar el-Assad, qui n'était pas un... Et chez qui est-ce qu'il a été hébergé, Bachar? Oui, non, mais pour le coup, tu parlais tout à l'heure de membres de la France Insoumise. Mais Giscard, il a accueilli l'ayatollah Khomeini, et c'est le bloc central. Mais en fait, on pourra continuer... Donc il est responsable de la révolution iranienne, islamiste. En fait, vous voyez... Mais non, on ne dit pas qu'il est responsable. En fait, on pourra continuer cette espèce d'archéologie exactement. Depuis longtemps. Donc là, c'est juste qu'on décide de dire, allez, le RN, ils ont serré la main à Poutine, donc c'est la question, c'est est-ce que ce soutien passé de Marine Le Pen à Vladimir Poutine... Mais il n'y a pas de soutien passé de Marine Le Pen, de Marine Le Pen à Vladimir Poutine. On travaille avec tout le monde. Voilà, on travaille avec tout le monde. Donc même avec les islamistes en Syrie? Alors on travaille plus ou moins, on s'expose plus ou moins, et puis il faut voir ce qu'on peut obtenir, et puis il faut voir aussi si on ne peut pas trouver une alternative. Je vous propose de revenir à la France, puisque on continue un peu dans cette idée-là. Emmanuel Macron, il a annoncé vouloir réformer le SNU, le service national universel. Le soldat SNU, est-ce qu'il est encore sauvable aujourd'hui ? En fait, le SNU, il part d'une bonne intention, mais d'une mauvaise exécution. Comme pour beaucoup de projets d'Emmanuel Macron. En fait, le service national universel, il ne marche pas pour deux raisons. D'abord parce que c'est trop court. Ensuite parce qu'il n'a pas de vocation opérationnelle. Et pour que le service national il fonctionne, il faut que ce soit des gens qui soient volontaires, il faut que ça dure longtemps, il faut que ça rende service, il faut que ce soit utile aux administrations. Longtemps, ça veut dire quoi ? Ça dure quelques mois, mais l'idéal, c'est une année scolaire. C'est l'idéal. Peut-être même dans certaines unités opérationnelles, les pompiers, la police, les armées, c'est peut-être même, ce serait même l'idéal que ça puisse durer 2 ans. Mais ça paraît compliqué de le proposer maintenant. 2 ans, pourquoi ? Parce que comme ça, vous avez une jeune classe d'âge pendant 1 an, et puis une classe d'âge déjà formée et déjà opérationnelle pendant la 2e année. Mais le service national universel, je vous dis, ça peut être les pompiers, les policiers, les armées, les hôpitaux. Voilà, il y a plein de manières de servir son pays. Sans forcément. Mais du coup, vous en attendez quoi quand il dit on va faire une réforme ? Vous attendez qu'on adapte un peu ça, ou bien qu'on reparte carrément de zéro parce qu'en plus, en période là où maintenant, avec les déficits budgétaires, c'est pas le même contexte qu'au départ. Oui, alors justement, pour que ce soit opérationnel, il faut que ça rende service aux ministères qui font appel à ces gens qui font leur service national. Sinon, ça va coûter de l'argent pour rien. Donc si ça coûte de l'argent, il faut que ça serve à quelque chose. Plus de services publics, plus de gens dans les hôpitaux, plus de gens dans les soins palliatifs, plus de gens chez les pompiers, chez les policiers, chez les militaires, dans tous les services ministériels, pour les cours du soir à l'éducation nationale. Donc en fait, il faut que ce soit utile. Donc pas que service militaire. National utile, voilà, c'est comme ça que je le rebaptiserai. C'est pas que militaire. C'est pas que militaire, non. En fait, il y a le service national, et dans le service national, il y a le service militaire pour les volontaires. Ça sert à rien aujourd'hui de dire à quelqu'un tu vas faire ton service militaire s'il n'a pas envie, parce qu'il n'y arrivera pas, il ne sera pas assez bon en sport, il ne voudra pas tenir un fusil, il ne sera pas utile, il va nous faire perdre notre temps. Il y a 40% des 18-24 ans qui sont prêts à faire le service militaire s'ils considèrent que c'est pour préparer une défense juste et légitime de notre pays. Moi, je trouve ça pas mal, à 43%, je trouve ça beaucoup. Vous en pensez quoi, vous, de la proposition de Clément Beaune sur le service civique universel ?
Alors, il faut que ça serve à quelque chose, encore une fois. Il faut que ce soit opérationnel, il faut que ce soit pour les services publics dont bénéficient les Français. Si c'est juste pour faire je sais pas moi, des ateliers de sensibilisation dans les voilà, je sais pas quoi, je vois pas, il n'y aura pas d'intérêt, ça va être de l'argent gaspillé. Il faut que ce soit opérationnel, il faut que ça rende service aux gens. Et vous craignez que ce soit une JAPD bis, quoi. Oui, c'est ça, et qui dure longtemps, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Oui, ça va être du temps perdu, je pense. Okay. Il était parti sur nous à la JAPD, c'était très sympathique. Il y a des gens qui demandent dans le chat des précisions. Le RN est pour le rétablissement du service militaire, si je ne me trompe pas. Quelle différence entre SNU et service militaire? Alors, en fait, il y a service national, et dans le service national, il y a le service militaire. Le service national, le service militaire, c'est que des volontaires, évidemment. Et puis le service national, il faut que ça puisse octroyer. Ça, c'est une vision personnelle, hein, c'est un travail qui doit se faire sur le long terme avec beaucoup de gens, en concertation. Mais le service national, je vous dis, ça inclut les policiers, les pompiers, les hôpitaux, l'éducation nationale, etc. Et puis il faut que les gens qui fassent leur service national, ils aient des avantages par rapport à ceux qui ne le font pas. Les études payées, des prêts pour monter leur entreprise à l'issue de leur service national. Voilà. Et puis ceux qui ne veulent pas le faire, on ne va pas commencer à s'embêter à aller chercher ceux qui ne veulent pas y aller. On les laisse, mais eux, ils ne bénéficieront pas de ces avantages. Voilà. Mais du coup, vous prenez quelque chose de quand même plus grand que juste une expérimentation dans quelques départements. Enfin, ça rentre un peu dans le projet de société, presque, je dirais. Oui, absolument, mais c'est très bien. Mais c'est d'ailleurs la fondation du statut de citoyen, c'est celui qui travaille et qui combat pour sa cité. Hein, c'est le citoyen soldat d'Athènes. Il est à la fois paysan, soldat, et c'est ce qui lui confère sa légitimité pour voter ensuite à l'Assemblée. Et on financerait comment ça ? Eh bien, encore une fois, on utilise des fonds ministériels qui existent déjà parce que ça a un impact opérationnel. Alors, évidemment, il y a des économies à faire. On a eu l'occasion d'en débattre beaucoup lors du précédent budget. On en redébattra pendant le budget qui arrivera à l'automne prochain. Mais c'est... encore une fois, si c'est un outil opérationnel, si c'est plus d'aides-soignants dans les hôpitaux, plus de cours du soir dans l'éducation nationale, plus de pompiers sur la voie publique, c'est de l'argent qui est bien dépensé et personne ne pourra s'y opposer. Si ça vous va, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose, puisque le temps avance, de passer au troisième thème, puisque en ce moment même, à l'Assemblée est en train d'être discutée la proposition de loi pour sortir la France du piège du narcotrafic. Cette proposition de loi, vous allez la voter ? Bien sûr. Alors, on est encore en train de l'amender. Hein. Elle est en discussion en ce moment même. Dès que j'ai fini, je retourne dans l'hémicycle. Mais évidemment, on essaie de la durcir au maximum pour être le plus impitoyable possible, avec aussi bien les choufs qui sont tout en bas de l'échelle jusqu'aux têtes de réseau. Il faut être impitoyable avec tout le monde. C'est quoi là, les mesures principales pour vous qu'il faut voter en priorité dans le texte, pour qu'on puisse expliquer aussi un peu aux gens qui nous écoutent ce qu'il en est? Alors, il y a la création du parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, qui suivrait l'exemple du PNAT, le parquet national antiterroriste, et du PNF, parquet national financier. Alors, on ne dit pas d'acronyme, mais c'est pour ça que j'explique à chaque fois. Oui, tout à fait. Et donc, ce sont des juridictions qui sont spécialisées et qui ont pour objet de se préoccuper d'un seul domaine. Et donc, les procédures sont beaucoup plus rodées, les dossiers sont beaucoup plus suivis. Ça, c'est une disposition à laquelle on n'est pas défavorable. Plus globalement, sur l'ensemble d'une mandature, on est favorable à l'augmentation des moyens, un durcissement des peines, une mise à l'isolement des narcotrafiquants. Et puis c'est déjà pas mal. Il y a déjà de quoi faire. Moi, je voulais juste vous parler du coup le gouvernement dans cette loi voudrait créer le statut de repenti pour inciter évidemment certains à parler. Alors, je ne l'ai pas inventé, ça fait quand même un peu couler de l'encre, puisque beaucoup de gens considèrent que ça va, inciter les criminels à négocier une forme d'impunité. Quelle est la ligne du Rassemblement national là-dessus ? Encore une fois, c'est comme en politique étrangère. Hein. On n'exclut pas d'utiliser un outil opérationnel et qui permette de lutter contre les réseaux. Il y a encore des discussions sur ce sujet dans l'hémicycle. Mais le fait d'utiliser le statut de repenti en soi n'est pas
et pas un problème. Il ne faut pas non plus que le repenti il s'en sorte trop facilement. Il faut quand même qu'il paye sa dette à la société. Il y a une question pour vous dans le chat de Christelle qui dit pourquoi avoir attendu le narcotrafic pour prendre ces mesures. Pour les affaires corse, le statut de repenti de crime de sang a été demandé aussi. En quoi le narcotrafic nécessite plus que le système mafieux? Il ne nécessite pas plus, il nécessite autant. Et puis pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce qu'on n'est pas au gouvernement. Donc la prochaine fois, vous votez pour le RN et vous nous donnez une majorité, et puis on le fera, il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie sur le cannabis? Parce que un Français sur deux, si j'en crois les études, un Français sur deux a déjà consommé du cannabis dans la vie. Il y a le cannabis thérapeutique, il y en a, ils consomment du cannabis pour surmonter des traumas, etc., etc. C'est pas plus meurtrier que l'alcool qui fait, je crois, 50 000 morts en France, ou le tabac qui fait peut-être 20 000 morts par an en France. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie folle? À l'Assemblée, il y a probablement un député sur deux également qu'on a déjà consommé, vous, je sais pas, mais vous allez nous dire peut-être. Mais est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie sur uniquement le cannabis? En fait, sur le cannabis, non, le cannabis, c'est la porte d'entrée vers les drogues dures, donc pour nous, c'est non. En quoi c'est plus une porte d'entrée pour les drogues dures que l'alcool ou le tabac? Parce qu'il y a des effets immédiats du cannabis. Alors, je suis pas addictologue, donc je vais peut-être dire de bêtises, il ne faudra pas hésiter à me corriger, mais il y a un impact directement sur le système neuronal par la consommation du THC qui fait... Voilà, on m'avait expliqué ça, qui abîme tout de suite le système neuronal. Donc non, la légalisation du cannabis, c'est non. Et il y a Maskilili qui rebondit là-dessus, qui dit « Vous avez une posture de réalisme. Oui. Nous sommes le pays le plus répressif d'Europe et le plus gros consommateur. Comment résolvez-vous cette contradiction ?» Il y a plusieurs solutions, mais effectivement, le développement du sport, par exemple, parce que quand on est sportif, on a moins envie de fumer du cannabis, c'est très contradictoire. Le cadre du service national, où on trouve un idéal vers lequel on se dirige quand on fume du cannabis, c'est qu'a priori, on s'ennuie un peu dans sa vie et qu'on cherche quelque chose à développer. Moi, je ne vois pas beaucoup d'entrepreneurs qui fument du cannabis, je ne vois pas beaucoup de militaires qui servent leur patrie qui ont envie de fumer du cannabis, je ne vois pas beaucoup de sportifs fumer du cannabis. Donc quand on a une vraie passion, on se passe du cannabis et qui n'est qu'un pis-aller. Ouais. Pour revenir sur certaines autres mesures de la PPL narcotrafic, selon vous, est-ce qu'il faut permettre aux enquêteurs d'accéder aux conversations cryptées, privées sur WhatsApp ou Telegram, par exemple? Oui, ça c'est l'objet de l'article 8 dont on n'a pas encore abordé la discussion, mais qui va arriver. Qui a fait beaucoup de débats, parce que ça a été supprimé en commission. Et qui va en faire encore. Beaucoup d'experts disent que ça ne sert à rien, que c'est même contre-productif. Je pense à Éric Botorel, qui est député macroniste, qui est lui vent debout. Il y a Philippe Latombe aussi, qui est au Modem, et qui sont spécialistes. Encore une fois, je parle de députés spécialistes sur ce sujet-là, qui disent c'est OSEF sur 20, c'est inutile, c'est même les conséquences. J'ai compris OSEF sur 20. Non, mais j'explique pour les gens. Donc, non, nous, on est plutôt défavorable à cette ouverture des backdoors parce que, effectivement, c'est une remise en cause des libertés publiques et des libertés numériques, avec effectivement un impact opérationnel assez faible. Et donc, on y est plutôt défavorable. On a plein d'autres moyens opérationnels à développer si on veut attaquer. Encore une fois, on va voir comment ça se décante pendant le débat. Je ne vais pas vous dire exactement, on va voter ça dans 2, 3, 4, 5, 6 jours, parce que la loi, elle va changer, elle est en train de changer tous les jours. Donc voilà, je ne m'engage pas pour le groupe RN. Et donc voilà, ne me ressortez pas le truc, ils avaient dit que non. Mais pour préciser, parce que l'idée de base, c'était de dire, de voir avec les plateformes pour pouvoir s'introduire, en gros, il y a différentes options qui ont été proposées, mais en gros, de pouvoir s'introduire au milieu de deux conversations dans le cas où il y aurait des suspicions. Ils ont bien répété, le ministre a bien répété que l'idée n'était pas de contrôler tout le monde. Est-ce que pour vous, ça crée aussi des risques en créant une faille, des risques d'ingérence aussi? C'est beaucoup revenu, cette idée d'ingérence. D'ingérence étrangère, vous voulez dire, ou d'ingérence économique, ou de... tout ça, c'est ou d'ingérence, de hackers, ou de brouteurs, ou de... Dans le contexte actuel avec la Russie. Non, c'est pour ça qu'il faut... vous parlez d'ingérence étrangère, pas des brouteurs ou des... Parce que ça existe aussi. Oui, bien sûr. C'est ceux qui appellent les petits vieux en leur disant faites-moi un virement de 100 €. Ils le font. Bref, c'est les. Non, moi je pensais. C'est comme dans l'histoire. Je pensais plus à des ingérences plus
plus large. Plus étrangère. Oui, effectivement, on met en danger notamment notre réseau économique, puisqu'il y a beaucoup de gens qui communiquent par ces messageries. Donc on y est. Effectivement, si on affaiblit les systèmes de messagerie pour le commun des mortels que nous sommes, en fait, on va nous mettre en danger. Et puis les trafiquants, ils trouveront une autre solution. Il y a d'autres. Il y a d'autres biais sur lesquels on pourrait développer. Là, il faut que vous réinvitiez quelqu'un qui est plus spécialiste. Invitez Aurélien Lopez-Ligori, qui est spécialiste de ce sujet pour nous. Il vous répondra mieux que moi, parce que là, je sèche un peu, je vous le dis. Voilà, je ne vais pas vous faire... Vas-y, je t'en prie. Sur un autre sujet, puisqu'on va en parler aussi avec notre invité notre autre invité dans 5 minutes, pourquoi est-ce que c'est si dur, selon vous, pour la France de reconnaître les crimes qu'on a commis en Algérie pendant la colonisation et pendant la période de décolonisation, parce qu'on oublie beaucoup la colonisation de 1830-1840, crimes qui sont documentés par les historiens, que nous, par ailleurs, la France, on a du mal, par exemple, on a mis 50 ans à reconnaître via Jacques Chirac la responsabilité de l'État français dans la déportation de dizaines de milliers de Français juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi c'est si compliqué de regarder notre histoire en face ? En fait, d'abord, ce sont deux choses différentes. La colonisation de l'Algérie, elle a été violente, mais comme toutes les conquêtes de l'Algérie ont été violentes. Parce que quand les Vandales arrivent en Algérie, c'est violent. Quand les Romains arrivent en Algérie, c'est violent. Quand les Phéniciens arrivent en Algérie, c'est violent. Quand les Arabes arrivent en Algérie, c'est très violent. Demandez aux Kabyles, ils s'en souviennent encore. Et donc, c'est l'histoire de l'Algérie, des conquêtes violentes. Voilà. C'est aussi notre histoire à nous. Exactement. Mais si on l'évoque pour tout le monde. Et puis, je vais vous dire aussi, la décolonisation de l'Algérie, elle a été extrêmement violente. Notamment l'armée française a commis des violences, évidemment, mais le FLN a commis des violences inouïes contre le peuple algérien. Inouïes, et notamment contre ses opposants. Demandez aux descendants du mouvement de libération nationale, le parti de Messali Hadj. Non, mais je parle des indépendantistes. Oui. Et une violence inouïe contre les Algériens. Donc tout le monde a été violent en Algérie. Les Français ne l'ont pas été plus que les autres, plus que les Arabes, plus que les Berbères, je suis pas plus sûr que les Phéniciens. Les Berbères ont fait les enfumades de Dara, notamment. Je suis pas persuadé c'était pas documenté. Les enfumades de Dara, si, c'est quand même... La conquête arabe, c'était pas violent ? Je parle des enfumades. Ah oui, mais d'accord, il y a des modes d'action qui peuvent être différents, mais ça passe notamment par la réduction en esclavage et la mise des femmes dans les harems. Ça me paraît aussi violent que les enfumades. Oui, mais pourquoi, quand on parle de nous... Non, mais c'est un vrai sujet. Pourquoi, et puis rapidement, parce qu'il nous reste 3 minutes. Est-ce que c'est pas se défausser et même faire preuve de faiblesse ? Non. Oui, mais les autres, ils n'ont pas été gentils aussi. Non, dites-le sur les autres, il n'y a pas de souci. Oui, mais là, on parle de la France. Oui, mais on parle de la France. Le problème, c'est que ça, bon, je vois bien où vous voulez en venir. Le but, c'est de dire que les Français doivent réparation derrière. Non, on ne doit réparation à personne. On ne doit réparation à personne parce que si on doit des réparations aux autres, nous, on demandera aussi des réparations pour l'esclavage dans lequel ont été réduits des dizaines ou des centaines de milliers de femmes par les Algériens pendant des siècles. On demandera réparation aux Italiens parce qu'ils nous ont colonisés, ils nous ont transformés en gallo-romains. Donc à ce moment-là, c'est ça le but, en fait. C'est ça qui a caché derrière le fait de reconnaître qu'on a été dur, qu'on a été violent. Et si on ne fait pas reconnaître aux autres aussi, on se retrouve, nous, à devoir des réparations. Évidemment, on ne donnera rien. Et juste pour revenir au temps actuel, la réponse graduée de Bruno Retailleau face à l'Algérie, vous en pensez quoi faut pas hésiter à chauffer la machine et à graduer un peu plus vite et un peu plus fort. Ouais. Pour revenir sur les accords de 68 ? À terme, il ne faut surtout pas hésiter. Nous, on est pour. Il n'y a aucun problème. Si on peut même les remettre, en cause. Dès maintenant, on soutiendra le gouvernement dans cette hypothèse. Et sur un sujet un peu plus détente, on va dire, j'ai regardé votre fiche à l'Assemblée. Vous êtes membre de 17 groupes d'amitié et de 36 groupes d'études. Pourquoi autant ? Est-ce que choisir, c'est renoncer ? Alors, je ne vais pas répondre à la dernière question, mais je vais expliquer pourquoi je suis membre de 17 groupes d'amitié avec des pays étrangers. Parce que ce sont les pays soit dans lesquels j'ai travaillé, par exemple Centrafrique, Tchad, Niger, etc., Djibouti. Vous avez travaillé parce que vous étiez en comme opération. Militaire, oui, comme militaire ou après comme employé d'un réseau de parcs et de réserves naturelles. Et puis ensuite, sont les pays dans lesquels, les pays limitrophes de ma circonscription. Je suis député de Calais, donc oui, il y a les Britanniques, il y a les Luxembourgeois, les Allemands, les Belges, les Irlandais. Voilà, c'est ça l'explication. Et puis sur les 36 thèmes, les 36 groupes d'études évoqués, il y en a plein qui me concernent. Et moi, je veux voir s'il y a des informations qui passent, des auditions qui m'intéressent. Les gens du voyage, chez moi, j'ai des forains sédentarisés qui votent d'ailleurs pour nous beaucoup, donc je les remercie. Et puis il y a l'autisme, le cancer, tout ça, c'est
C'est des sujets qu'on a déjà évoqués avec moi en circonscription, donc hop, j'attrape tous les trains qui passent. Et j'avais juste une dernière question, il nous reste très peu de temps. C'est terminé sur cette proposition du groupe Droite républicaine pour mettre fin au désordre dans l'hémicycle, disent-ils. Ils proposent de modifier le règlement de l'Assemblée nationale en ajoutant en gros une exclusion immédiate de 24 heures que pourrait prononcer la présidente. C'est une bonne idée selon vous ? En fait, je ne vois pas pourquoi la droite républicaine se permet de commenter l'état de l'hémicycle. Ils n'y sont jamais. Donc en fait, eux, c'est sûr, ils ne risquent pas de mettre le désordre, ils ne sont jamais là. Voilà, donc qu'ils viennent en hémicycle et puis on verra après, ils se permettront de donner des leçons. Il n'y a pas besoin de revoir... Qu'ils viennent en hémicycle, droite républicaine. Voilà. Très bien. Eh ben, le message leur sera adressé. Il est 17h, malheureusement, ça passe trop vite. Merci beaucoup, Marc de Fleurion, d'être venu sur le plateau pour répondre à nos questions et à celles du chat qui a bien suivi les différents sujets. Alors, merci beaucoup. Je vais vous demander de laisser la place à notre deuxième invité qui va vous croiser. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Et on va accueillir Sabrina Sebaï, qui doit être juste derrière la porte. Merci, Marc de Fleurion. Merci beaucoup. À bientôt. C'est surprise. À bientôt dans Legistream. Et nous devrions recevoir Sabrina Sebaï qui se cache pour l'instant, en effet. Sabrina Sebaï, bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Bienvenue sur le plateau de Legistream, Hugo, Elsa. Donc vous êtes député, je ne vais pas me présenter tout seul, vous êtes député écologiste et social des Hauts-de-Seine, membre de la commission des affaires étrangères et vice-présidente du groupe d'amitié France-Algérie. Je vous propose de commencer direct justement sur le sujet des relations entre la France et l'Algérie. Selon vous, est-ce qu'il faut sanctionner davantage l'Algérie aujourd'hui quand elle refuse de reprendre ses ressortissants sous OQTF ? Alors, effectivement, on va commencer par le sujet qui fait couler le plus d'encre depuis, je crois, de l'histoire. On rentre dans le dur direct. Alors non, je ne pense pas que la solution qui est proposée aujourd'hui par le gouvernement, d'ailleurs ni celle de la graduation, ni celle du rapport de force, ait fonctionné jusqu'à présent, et je ne pense qu'elle ne fonctionnera pas. D'ailleurs, je tiens à dire aussi que l'Algérie ne refuse pas de reprendre ses ressortissants. Le dernier communiqué de presse qu'ils ont fait, moi j'ai lu avec beaucoup d'attention, parce que je vois beaucoup qui disent oui, ils ont refusé. Non, ils demandent de repasser par la voie normale, qui est celle de la coopération entre les préfectures et les consulats, et donc pour retourner au cas par cas, puisqu'en fait, ils ne souhaitent pas avoir des listes de 60 personnes, comme ça a été le cas, sans pouvoir faire valoir les droits des ressortissants à pouvoir se défendre au cas par cas. Oui, parce qu'il faut préciser que Bruno Retailleau a envoyé une liste de 60 personnes à reprendre, et l'Algérie a refusé. Exactement. Et puis, par ailleurs, si on reprend la question des OQTF, parce que c'est vraiment le sujet qui cristallise aussi énormément en ce moment, d'abord, il y a un fait qui est objectif, c'est qu'on fait de plus en plus d'OQTF. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui arrivent avec un titre de séjour, même de 10 ans, qui est en fin de vie. Et donc, on ne fait pas les papiers tout de suite. La personne a un OQTF, alors même qu'elle est insérée, qu'elle travaille, qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants. Donc, on a un volume d'OQTF qui augmente. Ce qui fait que, de fait, nous avons de plus en plus de demandes d'OQTF envers certains pays. L'Algérie, en termes de volume, c'est celle qui en reprend le plus. Ce qui est normal, puisqu'on a énormément de ressortissants, que ce soit algériens, sur notre territoire. Donc c'est normal. Mais quand on regarde le ratio, finalement, des OQTF qui sont émis et de ceux qui sont réalisés, finalement, l'Algérie est malheureusement dans une moyenne basse avec d'autres pays. Le Maroc, autour de 5%, la Tunisie aussi, le Pakistan, autour de 2%. Donc on voit bien que cette question des OQTF dépasse largement le cadre de cette relation bilatérale entre la France et l'Algérie, et que malheureusement, ce à quoi on assiste depuis plusieurs semaines maintenant, ce n'est pas un rapport de force sur la question des OQTF. Moi, je pense qu'il y a un calendrier politique qui est celui notamment du ministre de l'Intérieur et qui utilise l'Algérie aujourd'hui pour pouvoir avancer sur son propre calendrier pour l'élection. Cette méthode du gouvernement actuel qui est celle du bras de fer, qui est celle de la réponse graduée, ce que dit Bruno Retailleau, pour vous, il faut maintenir ce bras de fer avec l'Algérie ? Non, moi je pense qu'il faut retourner à des relations de discrétion et de diplomatie, tel que ça a toujours été le cas quand ça a fonctionné. D'ailleurs, il me semble que le précédent ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, avait un peu plus avancé sur la question parce qu'il avait choisi cette voie de la discrétion et de la diplomatie. Là, on n'y est plus du tout. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la communication à outrance. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui occupe les plateaux télévisés pour dire tout le bien
mal qui pensent de l'Algérie à longueur de journée, eh bien tout ça n'est pas de nature à restaurer des relations de réciprocité et de travail ensemble. On le voit bien sur d'autres sujets. D'ailleurs, on pourrait parler de la question de la sécurité des informations qui sont aujourd'hui coupées alors qu'on a besoin d'avoir un travail de renseignement, de coopération de renseignement avec l'Algérie, que ce soit sur plein d'autres sujets, économiques, méditerranéens. Enfin, vraiment, on a énormément de choses qui nous lient à l'Algérie aujourd'hui. Pas couper les on ponts. est en train de couper les ponts. Alors, Pardon. non, vas-y. Mais s'il y a une crispation d'une certaine manière sur ce pays qu'est l'Algérie, c'est aussi parce que comment dire, il y a une exception avec l'Algérie qui est due aux accords de 1968. Vous parliez du cas du Maroc, de la Tunisie, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir avec l'Algérie à des relations diplomatiques comme on les a avec ces autres pays-là, quoi. C'est-à-dire revenir sur ces accords de 68, qui paraissent pour beaucoup de Français très obsolètes aujourd'hui. Alors, d'abord, je pense qu'il faut enlever un espèce de fantasme qui existe autour de ces accords de 68, parce qu'en réalité, ils ont été modifiés à plusieurs reprises. On va reprises. préciser d'abord En 2001, ce que c'est ces accords de 68. C'était des accords qui permettaient notamment d'accueillir des Algériens sur le territoire national. Il y avait un chiffre au départ. Les accords d'Évian, c'était libre circulation. Puis ensuite, on a restreint au fur et à mesure. Donc, il y a eu les accords de 68. Et au fur et à mesure du temps, on les a modifiés. Oui. Donc, ils ont été restreints. Mais par exemple, si on prend le cas des étudiants, les accords de 68 sont extrêmement défavorables aux étudiants algériens quand ils viennent sur le territoire national. Donc il y a une espèce de fantasme qui s'est créé autour de ces accords qui fait qu'aujourd'hui on pense que c'est l'alpha et l'oméga de notre relation entre la France et l'Algérie. Par ailleurs, c'est des accords spécifiques parce que l'histoire entre la France et l'Algérie est une histoire particulière, c'est une histoire spécifique. L'Algérie, ce n'était pas une colonisation lambda, c'était une colonisation de peuplement. Vous aviez plus d'1 million de colons français, donc de pieds noirs, qui étaient installés en Algérie. C'est quand même pas la même histoire qu'un protectorat comme a été le Maroc et la Tunisie. L'Algérie, c'est aussi un pays qui a gagné, entre guillemets, puisqu'il y a eu 8 ans de guerre d'indépendance, on a eu une guerre d'indépendance. Ce n'est pas une proclamation d'indépendance. Donc il y a une histoire particulière qui a conduit à des accords particuliers qui aujourd'hui sont le fruit de cette histoire commune. Revenir en arrière, quelque part, ça serait nier la réalité de ce qu'a été la conquête coloniale, la réalité de ce qu'ont été les massacres pendant 132 ans et cette guerre d'indépendance. Oui, justement, je ne sais pas si vous avez entendu la réponse de Marc de Florian à la question. Je vous repose la même. Pourquoi c'est si dur, selon vous, pour nous, Français, pour la France, l'État français, de reconnaître les crimes de la colonisation, de dire oui, on a fait ces massacres, oui, on a fait les enfumades de Dara, etc. etc. Pourquoi c'est si compliqué et si vous avez une réponse à Monsieur de Florian? Eh bien, en fait, j'ai entendu sa réponse, effectivement, et je pense que le nœud de crispation, c'est celui de finalement, de la compensation. Parce que vraiment, on est dans la réparation. À chaque fois qu'on parle des questions mémorielles, on nous parle de, finalement, il faudrait s'excuser à tout va, etc., pour ce qu'on a fait. Je pense que c'est important de reconnaître ce qui a été fait. Vous savez, l'histoire de France, elle est grande. Elle peut tout à fait absorber ce qui a été bon, ce qui a été mauvais dans son histoire, y compris la période coloniale, les massacres auxquels on a pu voir, d'ailleurs, sur la conquête coloniale. Ce serait intéressant de laisser les historiens finir, même parfois commencer le travail parce qu'il n'a pas été réalisé. Et puis, on a les dates. Cette année, par exemple, on va commémorer les 80 ans de l'autre 8 mai 45. C'est une date symbolique. Il y a eu un massacre à Sétif, Guelma et Khalata. Peut-être qu'il serait temps d'avancer sur ces dates. Je crois 20 000 Algériens qui ont été tués. Oui, les historiens disent entre 5 000 et 45 000 Algériens qui auraient été massacrés durant cette période où il y a eu des... Enfin, moi, j'ai vu, quand on fouille un peu les archives, moi, j'ai eu l'occasion de tomber sur des télégrammes où, par exemple, à Guelma, il y a des personnes qui ont été fusillées. Et le télégramme dit « ils ont été fusillés et nous verrons par la suite si le procès déclare qu'ils ont été coupables ou non ». C'est-à-dire qu'on a tué des gens sans même avoir de procès. La base de ce truc-là, ça a été dans l'excellent documentaire « C'était la guerre d'Algérie », c'est en gros une volonté d'indépendance. C'est-à-dire, nous aussi, on va manifester pour notre indépendance, etc. etc. Et la réponse de l'armée française, ça a été d'ouvrir le feu. Tout à fait. Donc en fait, le 8 mai 45, il y a effectivement une marche pacifiste qui s'est mise en place en fait en Algérie et un drapeau a été brandi et donc on a commencé à tirer sur les civils et puis ça s'est poursuivi pendant plusieurs semaines puisqu'il y a eu effectivement les grottes de Khalata où on a jeté des gens des falaises. Il y a eu Guelma où on a mitraillé des gens, fusillé des gens, puis mis des gens dans des fours quand même. Enfin, c'est quand même une histoire qui est assez terrible. Et je pense que regarder cette histoire en face ne fait pas qu'on doit absolument se dire qu'on est dans la repentance, etc. Non, il y a une reconnaissance à avoir. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, l'Algérie a une demande qui est celle de dire nous avons besoin que la France nettoie les sites où il y a eu des essais nucléaires, puisque nous avons encore des enfants qui naissent aujourd'hui avec des malformations. En quoi c'est déraisonnable de dire à un pays qui a fait des essais nucléaires de venir nettoyer les sites? Il y a ce même sujet en Polynésie française actuellement. Absolument. Et il y a une commission d'enquête en ce moment, d'ailleurs, sur le sujet des essais en Polynésie. Je pense que c'est pas infamant de dire qu'il faut regarder notre histoire en face. Et Raminan s'est signalé dans le chat qu'aujourd'hui, effectivement, c'est le 19 mars. C'est l'anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie.
Alors hier, c'était les accords d'Évian, 18 mars. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Moi, j'étais à Nanterre juste avant de venir à la commémoration. Je pense que c'est important parce qu'il y a eu des morts pendant cette guerre. Enfin, pendant toute la période de colonisation, pendant la guerre, c'est quand même des morts, c'est des vies, c'est des familles. Quand on parle des pieds noirs qui sont revenus, ça a été un drame pour toutes ces familles aussi de quitter l'Algérie, mais comme ça a été un drame pour tout un peuple d'être colonisé pendant 132 ans. Et voilà, et moi je pense qu'aujourd'hui, vous avez des binationaux ici, vous avez des Algériens, on dit qu'on a un Français sur 4 qui a un lien de près ou de loin avec l'Algérie. Harki, pieds noirs, ancien de l'OAS, binational, algérien, etc. Ancien combattant aussi. Ancien combattant, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit à tous ces gens? On leur dit on coupe, c'est fini? C'est terminé avec l'Algérie. Enfin, vous voyez, c'est totalement déraisonnable, c'est contre-productif. Mais alors, c'est vrai que vous dites que Bruno Retailleau est dans un excès par rapport à l'Algérie. Moi, j'ai quand même tendance à penser, alors pas vous particulièrement, je pense à une partie de la gauche, d'être dans l'excès totalement inverse. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on angélise un petit peu le régime algérien. Le régime algérien, ça reste un régime autoritaire qui est corrompu. Et je tiens aussi à rappeler, parce que dans le magazine Marianne, on suit quand même l'affaire, Boualem Sansal est encore emprisonné par le régime algérien. Boualem Sansal, qui est un ressortissant franco-algérien, donc qui est aussi l'un de nos compatriotes. Quelque part, ces relations-là, elles sont difficilement normales encore aujourd'hui. On peut pas décréter que Bruno Retailleau n'a absolument aucune raison de serrer un peu la vis par rapport à l'Algérie, quoi. Alors, vous avez raison, le cas de Boualem Sansal, justement, est un cas intéressant puisqu'il vient s'ajouter à un contexte et un climat qui est extrêmement difficile de crise entre Paris et Alger tel qu'on ne l'a jamais connu en réalité. Et nous, on a fait partie de ceux qui ont dit tout de suite il faut demander sa libération au nom de la liberté d'expression. Donc, il faut travailler. Mais là aussi, vous voyez, à force d'avoir montré les gros bras, qu'est-ce qu'on a obtenu à la fin? Rien sur le cas de Boualem Sansal. Alors, je pense qu'il y avait d'autres moyens, justement, d'arriver à... Ça s'est même empiré. Oui, ça s'est même empiré, effectivement. Et il y aurait pu avoir d'autres moyens, justement, d'intervenir sur le cas de Boualem Sansal. Et je pense, justement, que par la diplomatie, par la discrétion, on aurait pu avoir d'autres résultats sur, finalement, cette crise entre Paris et Alger. C'est dommage, parce qu'on parle de Bruno Retailleau. Vous savez, moi, le ministre de l'Intérieur, quand je lis qu'il dit à la presse que l'Algérie nous agresse depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et que dans les exemples qu'il cite, il indique, vous vous rendez compte, l'Algérie ne privilégie plus, je crois, les entreprises françaises sur les marchés publics. Ils ont fait le choix de privilégier l'anglais aux Français dans les écoles. Mais de quoi on parle? Est-ce que l'Algérie est un État souverain ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit de choisir la langue qu'ils enseignent à l'école? Vous voyez, est-ce qu'on peut considérer que ça, ce sont des agressions vis-à-vis de la France? Moi, je ne suis pas certaine. Moi, je suis effectivement pour qu'on dise l'Algérie a obtenu son indépendance, elle a le droit de faire ses choix libres et éclairés sur la question de leur marché public, sur la question de ce qu'ils enseignent à l'école. Ce n'est pas une agression. Pour moi, je ne le vois pas comme ça. Par contre, oui, quand il y a des problèmes de refus d'OQTF, il faut intervenir, il faut agir. Quand on ne respecte pas le droit international, il faut agir et intervenir. Là, on est sur des faits objectifs. Là, je crains malheureusement qu'on ait un peu instrumentalisé quand même cette crise Paris-Alger. Moi, je le dis, pour aller chercher peut-être un électorat d'extrême droite qui serait plus favorable à ce que cette crise se maintienne. Et je trouve ça dommage parce que derrière, vous avez des millions de personnes en France qui en souffrent. Et moi, je peux vous dire que je rencontre régulièrement des ressortissants, soit des binationaux, soit des Algériens, qui me disent « mais on n'en peut plus ». D'entendre parler de l'Algérie du matin au soir, on n'en peut plus. Vous dites à propos de Bruno Retailleau, on croirait qu'il pense encore que la France gouverne l'Algérie. Oui. Ben oui, parce qu'en fait, il est ministre de l'Intérieur. Pourquoi c'est le ministre de l'Intérieur qui traite de la question algérienne? C'est pas une affaire intérieure. Moi, je suis désolée, mais quand j'entends, par exemple, Jean-Noël Barrot, il a un discours plus mesuré. C'est son rôle, il est ministre des Affaires étrangères, c'est à lui de traiter ces questions-là. Or, on a un ministre de l'Intérieur qui est censé s'occuper des affaires intérieures et qui ne fait que de l'extérieur. Ce qu'il considère, c'est qu'il y a des ressortissants algériens qui menacent cette sécurité intérieure. Oui, et encore une fois, moi je pense que dans ce cas de figure-là, il faut remettre en place un vrai travail entre nos préfectures et nos consulats pour demander des laissez-passer consulaires en bonne et due forme et procéder à des expulsions pour qu'elles se fassent dans de bonnes situations. Vous savez, moi je regardais un peu les chiffres, franchement, on a des difficultés avec beaucoup de pays sur la question des OQTF. Et c'est peut-être aussi à nous de nous questionner sur nos procédures et nos process. Pourquoi est-ce qu'on a autant de refus d'OQTF aujourd'hui? Et je voulais juste revenir sur votre histoire à vous. Vos deux parents sont algériens et d'ailleurs, en général, les relations entre la France et l'Algérie, c'est un sujet qui vous tient à cœur et ça vous a valu des vagues de haine, de menaces. Dernièrement, racontez-nous un peu ce qui s'est passé.
Alors, en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on parle de l'Algérie, c'est explosif. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi, je crois que depuis 2 ans et demi que je suis députée maintenant depuis 2022, à chaque fois que j'ai pris la parole sur l'Algérie, j'ai toujours eu des lettres derrière qui ont suivi, des lettres de menaces de mort, des insultes, et j'en passe. Donc, que ce soit des lettres à l'Assemblée, par les réseaux sociaux, c'est vraiment tout un système qui se met en place. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a quelques jours de cela, j'ai juste fait un post en disant... Fière d'être vice-présidente du groupe d'amitié France-Algérie, je vais travailler à l'apaisement entre nos 2 pays, ce que j'estime être la bonne chose à faire. Eh bien, en moins de 24 heures, j'ai eu plus de 1000 messages de haine qui se sont exprimés, donc tous dans la Seine, en faisant référence au 17 octobre 61, des insultes en demandant si j'étais députée française ou algérienne, qu'il fallait que je retourne en Algérie, que j'étais la 5e colonne, que j'étais un agent d'Alger. Enfin, vraiment, ça a été un ramassis d'énormément de choses et on voit bien à quel point c'était organisé finalement sur les réseaux. Le climat actuel, ça accentue ça ? Bien sûr, le climat actuel l'accentue énormément. Il y avait déjà une discrimination qui a été spécifique aux Algériens. Vraiment, il faut vraiment l'avoir en tête quand on fait des études justement sur la question des discriminations. Il y a une discrimination spécifique. Depuis la mise en place de ce climat, ça s'est vraiment accentué. Vous voyez, nous, à chaque fois qu'on prend la parole, il y a toujours ce climat de suspicion finalement. Est-ce qu'on serait totalement français ou pas ? Et c'est vrai, on le ressent à chaque fois qu'on prend la parole sur des sujets. Alors que moi, quand je prends la parole, y compris sur la question algérienne, je défends les intérêts de la France. Je suis députée française. Et oui, enfin, je voulais sur les attaques. Enfin, si je suis pas sûr qu'elle. Non, mais juste encore une fois, pour moi, en France, il y a une question de la spécificité des Algériennes. C'est aussi parce que c'est la diaspora la plus nombreuse en France. C'est pour ça qu'il y a cette crispation-là. C'est pas. Enfin, je pense que si ça avait été une autre nationalité, ça aurait été la même chose, finalement. Alors, oui, mais pas vraiment, parce que malgré tout, il y a une histoire quand même qui est très particulière. D'abord, vous avez encore une partie de personnes qui sont des descendants de l'OAS et qui estiment que l'Algérie aurait dû rester française. Nous avons des nostalgiques de l'Algérie française. C'est une réalité. Non, mais à l'Assemblée, c'est la question. Je voulais revenir là-dessus. C'est parce que, moi, j'avais suivi. Vous étiez venu pour en parler sur ma chaîne, je me souviens, puisque en 2023, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale durant la niche LR sur la remise en cause de cet accord franco-algérien de 68. Et la personne qui défendait ce texte-là, c'était Michel Tabarot, qui était une fille d'un des leaders de l'OAS, et on se souvient qu'il y avait une passe d'armes extrêmement, mais vraiment violente entre vous et elle, où en gros vous rappeliez qu'elle était descendante littéralement de l'OAS, et vous, elle vous accusait d'être descendante du FLN, et la question que j'avais, c'était, vous aviez annoncé sur ma chaîne que vous alliez porter plainte contre Gilliam Will Goldanel, Golnadel, mais qui vous avait qualifié de descendante du FLN qui soutient le Hamas, qui est applaudi par des ennemis du peuple français. L'extrême gauche est la même maladie honteuse que la peste brune des années 30, où on l'éradique, où l'on meurt. Je voulais savoir, on en est. Est-ce que vous l'avez déposé la plainte ? Oui, j'ai déposé la plainte et il n'y a pas eu de suite. Voilà. Vraiment ? Oui. Ah ouais. C'était quoi le motif de la plainte ? C'était, je crois que c'était incitation à la haine. Voilà, et il n'y a pas eu de suite. Donc, et c'est systématiquement le cas en fait. Moi j'ai 2023. C'était décembre 2023. Donc, non, mais j'ai reçu un courrier du parquet, il n'y a pas eu de suite. Oui, ça a été classé. Oui, ça a été classé. D'accord. Donc, et c'est régulièrement comme ça. C'est pour ça que là, je suis en train de lister le nombre de messages parce que j'ai reçu aussi, par exemple, des couteaux pleins de sang. J'ai reçu des menaces de mort me disant que je méritais une balle dans la tête. Enfin, vraiment, voilà, on reçoit énormément de messages en fait quand on parle de l'Algérie aujourd'hui. Et là, pour le coup, ça a été classé sans suite. Je vais juste prendre 30 secondes parce que c'est un sujet personnel. Mon grand-père, il l'a fait, la guerre d'Algérie, et il reçoit encore tous les mois l'Ancien d'Algérie, qui est un journal de témoignages. Enfin voilà, et petit à petit, on voit le nombre d'exemplaires qui diminue parce que les derniers descendants, enfin les derniers survivants, décèdent. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très personnel. Il a pris très tard. Il a 90 ans. Il a commencé à m'en parler il y a 2-3 ans, et encore, il me dit il me disait, moi, j'étais là parce qu'on m'a appelé. En soi, les Algériens, ils voulaient leur indépendance. C'est vrai que c'est un sujet qui est très personnel, autant pour des gens qui sont descendants d'Algériens comme vous, ou moi qui suis descendant d'anciens combattants. Et c'est vrai que c'est compliqué. Comment on peut arriver en tant que descendants, vous et moi, j'ai envie de dire, pour arriver à justement, alors que les derniers combattants de l'indépendance et français disparaissent, pour arriver à se retrouver, j'ai envie de dire. En fait,
c'est intéressant parce que c'est un sujet qui a été longtemps tabou en fait des deux côtés. C'est-à-dire que pour les familles ici, mais aussi pour les familles algériennes, c'est quand la plupart de nos parents sont arrivés en France, ils ont travaillé tout de suite. Leur objectif n'était pas du tout de parler de la colonisation, de la guerre d'indépendance. C'était tabou très longtemps. Moi, la date du 8 mai 45, par exemple, l'autre 8 mai 45, je découvre très très tard. Je découvre cette histoire en 2015-2016. C'est quand même très tard, parce qu'on n'en a jamais parlé en fait dans la famille. Et je pense qu'à un moment, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on approche d'une génération qui n'a pas connu ni la colonisation, ni la guerre d'indépendance. Et ça permet d'avoir des débats qui sont moins passionnés. Et donc d'avancer sur cette mémoire partagée, qui est la nôtre en réalité, qu'on soit des deux côtés de la rive de la Méditerranée, pour les jeunes Algériens aussi, mais comme pour les jeunes Français, de pouvoir partager cette histoire sans rancœur et sans avoir cette chape de plomb, ni du tabou, ni du passé, ni d'un fantasme d'un passé des deux côtés de la Méditerranée qui dirait en fait que la réconciliation serait impossible. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, je dis au contraire, moi, je n'ai pas connu cette période-là. Mes parents m'en ont pas forcément parlé. Et d'ailleurs, j'ai découvert cette histoire très tard. Et donc, moi, j'ai envie plutôt de travailler à comment est-ce qu'on écrit notre histoire ensemble pour la suite. Parce que c'est ça qui est important. Et avec la montée d'extrême droite, est-ce que ça va être possible ? Eh bien, on voit bien pour le moment qu'effectivement, on a, à chaque fois qu'on parle de la question mémorielle, on a le terme repentance qui arrive derrière. Donc on ne peut pas avancer pour le moment. Et d'ailleurs, Benjamin Stora le dit très bien, il dit le travail mémoriel entre la France et l'Algérie n'a pas commencé. Donc commençons ce travail, permettons aux historiens de travailler, de nous permettre de voir ce qu'a été cette histoire. Et la repentance, ce n'est pas le sujet. En fait, déjà, reconnaissons les actes qui ont été commis pour permettre d'écrire ensemble une page commune de notre histoire. D'accord. Je vous propose, parce qu'on aurait pu faire 20 minutes de plus sur le sujet, mais il nous reste 10 minutes, de faire une petite virgule en passant par la question des retraites, puisque François Bayrou a redit aux questions au gouvernement hier, il n'est pas possible de revenir à un âge de la retraite à 62 ans. Il donne les conclusions du conclave avant les conclusions du conclave. Alors, vous savez, pour nous, les écologistes, on a dit dès le début qu'il fallait travailler, que nous, notre ligne rouge était la question des retraites. Parce que, d'abord, c'est une réforme qui a été refusée massivement par les Français, qui a eu un passage en force. On n'a pas eu l'occasion de voter à l'Assemblée nationale sur ce texte. Et on avait demandé à ce qu'il y ait un vote dans l'hémicycle sur ce texte. On nous a dit, bon, on va faire un conclave, vous allez voir, on va travailler ensemble, et puis vous verrez, on aura des solutions. On sait depuis le départ que ce gouvernement ne veut absolument pas reculer sur la question de cette réforme des retraites. Donc, écoutez, nous, on redemande ce qu'on a demandé et ce qu'on demande depuis maintenant la mise en place de cette réforme. On demande un vote dans l'hémicycle. Et s'il n'y a pas de vote, écoutez, on verra comment ça se passe à ce moment-là. Mais pour nous, il est hors de question de céder sur ça. Il y a d'autres moyens de financer notre système de retraite. Et c'est certainement pas en demandant aux Français de travailler 2 ans de plus, surtout quand on connaît la pénibilité de certaines professions. Du coup, vous dites quoi à vos collègues socialistes qui, eux, étaient un peu dans un entre-deux, qui attendaient de voir ? Qu'est-ce que vous leur dites Eh bien, je leur dis qu'ils ont essayé, qu'ils ont fait confiance en François Bayrou pour essayer d'apporter une solution. Et qu'en l'occurrence, il vient de trahir la promesse qui leur avait été faite, en contrepartie de ne pas censurer son gouvernement. Là, ça me semble assez clair. Je pense que là, le Parti socialiste n'a plus d'autre choix que de censurer sur le prochain moment où il y aura la question des retraites qui reviendra. La porte ouverte à la censure, là. Mais, en fait, à partir du moment où ils ne respectent pas le cadre qui a été posé dès le départ, qui a été celui de respecter le travail du conclave, comme les syndicats qui sont en train de quitter la table des discussions. Donc, CGT notamment. Mais bien sûr. Donc, il reste plus rien en réalité de la promesse qui a été faite. Je pense que maintenant, il est assez clair que d'abord, ce gouvernement était illégitime parce qu'il n'était pas arrivé en tête. Illégitime sur le fond parce que de mon point de vue, il fait la courte échelle à l'extrême droite pour le prochain gouvernement. Et là, clairement, il vient de trahir le minimum qui avait été acté. D'ailleurs, on pourrait reparler des 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale qui se traduisent par des fermetures de classes à peu près partout. Vous savez, les Hauts-de-Seine, c'est à peu près 200 fermetures de classes. Donc, on ne supprime pas les postes, mais on ferme les classes quand même. Donc, bon, c'est pas notre projet politique, c'est pas sur ça qu'on a fait campagne. Nous, on se tient à notre ligne, à notre projet. C'est pas le nôtre. Donc oui, si demain on a la question de la censure qui revient sur la table, je pense qu'il faudra être responsable collectivement et la voter. C'est une critique qui revient quand même de plus en plus récemment autour de notre système de retraite actuel. J'aimerais bien connaître votre position. Est-ce que vous pensez que ce système actuel, il pénalise les jeunes générations par rapport aux retraités aujourd'hui, que nous, quand on cotise plus que cotisaient nos parents, nos grands-parents, et comment faire pour que ce soit beaucoup plus équitable entre les deux générations ?
Eh bien, ce qu'on dit, nous, et d'ailleurs ce qu'on avait proposé au moment des débats sur ce texte des retraites, c'est qu'il y a d'autres solutions pour rééquilibrer notre système de retraite pour qu'il ne soit pas injuste, justement, pour finalement cette génération qui d'abord va subir la question climatique. On leur laisse quand même la terre dans un état qui n'est pas génial, et en plus qui va devoir effectivement cotiser plus longtemps, parfois dans des métiers plus pénibles, dans des conditions de travail plus difficiles, justement parce qu'on n'a pas fait le boulot. Alors il y a des solutions, on avait indiqué, par exemple, vous mettez en place réellement l'égalité salariale femmes-hommes, ça fait rentrer des cotisations et donc des recettes. Vous travaillez sur la question de l'aide publique aux entreprises, 200 milliards par an. Vous remettez des recettes pour équilibrer le système de retraite. En fait, le problème, ce n'est pas une question de dépenses, c'est comment est-ce qu'on ramène des recettes pour équilibrer notre système. Et d'ailleurs, dans le rapport du corps, à l'époque, puisqu'on en a fait on s'est beaucoup appuyé sur les travaux du corps, il disait que le système reviendrait de lui-même à régulation au bout de 30 ans, qu'il n'y avait pas besoin d'agir, parce que de fait, il reviendrait à l'équilibre. Donc on a anticipé finalement le déséquilibre en disant il faut absolument travailler plus pour... Je ne parle même pas du RN qui disait il faut faire plus d'enfants, parce que eux c'était ça quand même leur projet, c'était il faut faire plus d'enfants. C'est vrai que plus de gens, ça fait plus d'argent pour... C'est vrai, mais je crois que les femmes ont quand même le droit de choisir si elles veulent faire des enfants. Mais après, je ne veux pas du tout défendre cette vision-là, mais comment dire, la raison aussi pour laquelle les Françaises font peut-être moins d'enfants, c'est les conditions matérielles. On n'a pas du tout le même pouvoir d'achat que ceux qui sont aujourd'hui à la retraite dans les années 70. Et ça, sans soulever la question où c'est vrai que tout le monde finit par dire vous n'avez pas le contrôle sur nos ventres ou quoi que ce soit, c'est une réalité. Oui, absolument. Et d'ailleurs, la question des salaires, c'est un vrai sujet, c'est un vrai levier aussi. Vous l'avez indiqué, vous avez aujourd'hui des gens qui travaillent en 3x8, par exemple en horaire décalé, qui ont des salaires de misère. Enfin, excusez-moi, moi j'en connais qui se lèvent à 3h du matin et qui sont payés 1 300 €. Est-ce qu'on considère qu'on vit bien aujourd'hui avec 1 300 € par mois? Je ne crois pas. Donc la question de la revalorisation des salaires, de l'égalité salariale, de comment est-ce qu'on est traité dans les entreprises. Donc voilà, il y a de vraies marges de manœuvre en réalité pour permettre aux salariés de pouvoir vivre décemment de leur salaire. C'est une question de... Enfin, vous voyez, quand on parle souvent... D'ailleurs, si on prenait la question des médecins, des infirmières et des aides-soignants, ce qu'ils disent, c'est que c'est les deux, en fait. C'est les conditions de travail et le salaire. Donc, on voit bien que pour avoir de l'attractivité, notamment sur le corps des enseignants, par exemple, qui sont très mal payés aujourd'hui. Aujourd'hui, un enseignant n'a pas du tout le même niveau de vie qu'un enseignant il y a 30 ou 40 ans. On a totalement dévalorisé la profession aussi, parce que le salaire n'est pas à la hauteur. Après, c'est assez général. Hein. C'est général. C'est pas que... Mais il y a quand même des emplois où, pour le coup, là, c'est le service public, on peut agir directement. Et on ne l'a pas fait. Et c'était sur un autre sujet. Il y a eu des questions hier lors des QAG sur le voile dans le sport, etc. etc. Mais au-delà même de... Je crois que Gérald Darmanin, sur le sujet, avait dit si on veut laisser seule Marine Le Pen défendre la laïcité, je ne suis pas pour ça, quand il a menacé de démissionner. Au-delà même de la question du voile ou pas du voile, on voit qu'il y a quand même plus de conservatisme, qu'il y a une forme, pas d'entrisme, mais religieux, conservatrice, etc. Et pas que musulmans. Hein. Je pense aussi aux catholiques. Il y a une joueuse de foot de l'équipe de France Espoir, de l'équipe de France, qui a déclaré que l'homosexualité est un péché dans un média chrétien, etc. Et ça fait polémique, mais pas autant, je pense, que si ça avait été quelqu'un musulmane. Comment lutter contre ce conservatisme religieux dans des endroits où des jeunes, parfois influents, sont ensemble? Eh bien, c'est un vrai sujet, cette notion du conservatisme. Et je pense d'abord qu'on a un problème sur l'application du principe de laïcité. Quand on dit qu'il n'y a que le RN qui applique le principe de laïcité, non. Ce n'est pas le principe de laïcité. Le RN veut faire disparaître les musulmans de l'espace public. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc je pense qu'il faut retourner à l'essence de la loi 1905, qui est la liberté de croire ou de ne pas croire. Les agents du service public sont soumis à une neutralité, les usagers du service public ne le sont pas. C'est pas que ça la laïcité, c'est pas que 1905, c'est jusqu'à 2004. Oui, mais ça, avec l'interdiction du voile dans les établissements scolaires, mais il y a des choses entre-temps. Il y a des choses qui ont évolué. Mais en l'occurrence, c'est certainement pas d'interdire à une partie de nos concitoyens de pouvoir pratiquer leur religion ou de pouvoir exister sur l'espace public. En tant qu'usager. Toujours du point de vue des usagers. Je ne suis pas sûre que si le RN voulait interdire le voile dans l'espace public. Oui, évidemment. Et il y a même une proposition de loi qui est déposée pour interdire dans l'espace public. Mais bon, en tout cas, voilà, là, c'est vraiment cet objectif-là. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on a... D'abord, il faut arrêter de stigmatiser, parce que plus on stigmatise et plus on renforce finalement le fait qu'on se renferme dans son quartier, dans sa ville. Et donc, effectivement, on renforce finalement ce levier qui est peut-être de l'entrisme et d'une facilité d'un public qui est plus captif, de toute manière.
j'aime pas trop le terme communautarisme parce que pour moi, on le voit souvent de manière péjorative, alors que pour moi, une communauté, ça peut être une communauté... République, c'est péjoratif. Ça peut être une communauté de ville, ça peut être une communauté de quartier, ça peut être... Enfin, vraiment... Je pense qu'il faudrait d'ailleurs revoir la sémantique de certains mots. En ce moment, je travaille sur une mission sur l'islamophobie. C'est très intéressant de revenir sur l'usage des mots et comment est-ce qu'on les utilise aussi dans notre pays. Mais je pense qu'un réinvestissement massif, vous voyez, on parle de la question du sport, typiquement. Moi, j'ai fait une commission d'enquête pendant 6 mois sur les dérives dans les fédérations sportives. Ce qui est revenu en premier, c'était pas l'entrisme, c'était les violences sexuelles et sexistes. Mais si on mettait des moyens pour former les entraîneurs, les éducateurs, y compris à détecter certains signaux, parce qu'une femme voilée, ça ne veut pas dire entrisme. Et là, on fait un amalgame de tout. Aujourd'hui, on pense qu'une femme qui est voilée, c'est une femme qui est djihadiste. On mélange tout. Et c'est là où, en fait, il faut remettre un peu de raison dans les débats que nous avons aujourd'hui. Les musulmans ne sont pas tous de potentiels terroristes. Je pense qu'il faut le rappeler, parce qu'on ne le dit pas dans les plateaux télé aujourd'hui. Et juste une dernière question, parce qu'on arrive au bout, malheureusement, de l'émission. Vous parliez justement de cette commission d'enquête sur les défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, dont vous étiez la rapporteure, c'était il y a 1 an. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu où on en est? Vous avez rendu vos conclusions à ce moment-là. Nous, on avait particulièrement suivi, il y avait eu des tas de témoignages assez édifiants. On en est où par rapport aux propositions que vous avez faites dans votre rapport à la fin? Alors, il y a, depuis le rapport de la commission d'enquête, nous, on a été sur plusieurs villes, en fait, pour présenter le rapport, y compris pour aller informer les clubs, parce que souvent, les dirigeants de clubs nous disent, en fait, on n'est pas au courant de ce qu'il faut faire en cas de signalement, etc. Donc ça, ce travail, on a continué à le faire. Entre-temps, il y a eu un texte de loi qui a été voté pour renforcer le contrôle de l'honorabilité. C'était important, ça a été voté au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, on contrôle le casier judiciaire des bénévoles, justement, pour éviter qu'il y ait des dérives. Et puis, on est en train de travailler sur l'une des mesures structurantes qui a été la question de l'autorité administrative indépendante, qui permettra donc d'édicter des règles, de vérifier qu'elles sont bien mises en œuvre et surtout de sanctionner le cas échéant quand ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est aussi un texte qui est en cours de préparation, qu'on souhaiterait voir bientôt discuter. Vous savez, on avait joué le jeu, on nous avait dit il ne faut pas perturber les Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui. OK. On nous a dit la loi héritage va arriver. OK. Bon, il n'y a pas de loi héritage. Maintenant, c'est à nous de reprendre la main. Le Parlement va reprendre la main. Donc, on est en train de reprendre la main sur ces sujets-là. Il y aura des textes qui vont arriver en débat à l'Assemblée nationale. Et très rapidement, pour conclure, parce que on le réclame dans le chat d'un militant ELV du 92, qui demande pour les municipales, comment vous préparez du côté de Nanterre et chez les écologistes? Eh bien, pour le moment, vous savez, nous, chez les écologistes, principe de subsidiarité, c'est le groupe local qui décide de la stratégie. Il n'y a pas encore eu de réunion de groupe local, donc je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont décidé. Vous n'êtes pas candidate, en tout cas? Écoutez, je ne suis pas candidate. Voilà, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a même pas de volonté, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie qui a été définie par le groupe local de dire autonomie, soutien aux maires sortants ou alliance. Donc voilà, on n'en est pas là. Eh bien, écoutez, on va suivre ça. Merci beaucoup, Sabrina Sebaïk, d'être venue répondre à nos questions. Merci Elsa, merci Hugo, merci le chat, évidemment, pour vos questions et vos réactions. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et à la semaine prochaine, ce sera avec Valérie, si tout va bien. Salut tout le monde. Au revoir.